Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. À ce premier mardi de la clé de 2021, quand même, et qui est l'occasion d'abord de vous souhaiter quand même une belle année féministe, et puis de proposer pour cette première fois une carte blanche à un collectif que nous aimons beaucoup, qui est Ensemble contre le sexisme. On les aime beaucoup à la clé, on en est membre depuis le début. Et cette carte blanche s'intitule Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexisme. Donc, pour cette carte blanche, nous avons 8 intervenantes, dont les associations sont évidemment membres du collectif Ensemble contre le sexisme. Nous avons Catherine Ladouce du Cercle Interrel, Moïra Sauvage d'Excision Parlons-en. Toutes les deux sont les coprésidentes du collectif. Il y a Brigitte Grésy, présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Blandine Métayer de AAFA, c'est-à-dire Actrices et Acteurs de France Associés. Tunnel de la comédienne de 50 ans, donc le titre parle de lui-même. Frédérique Marx, je ne sais pas si elle est arrivée, Frédérique, mais elle va nous rejoindre, j'espère. Oui. Frédérique Marx de l'Institut de santé génésique et de Women Safe and Children. Maryse Wieser de Femix Sport. Céline Boisson de Comment et en particulier de Toutes Femmes et Toutes Communicantes. Et Nathalie Pile qui va nous rejoindre parce qu'elle anime une autre réunion, de ce que j'ai compris, de l'association Administration Moderne. Alors, chacune de ces intervenantes aura la gentillesse d'essayer de tenir dans ces 10 minutes maximum pour qu'on puisse avoir le temps d'entendre toutes ces interventions certainement riches et diverses. C'est un panel effectivement très diversifié, c'est le cas de le dire, et qui devrait nous éclairer et nous aider pour mieux débusquer le sexisme dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à nos deux coprésidentes de Ensemble contre le sexisme. Moïra Sauvage, journaliste indépendante, grande voyageuse, si je peux me permettre de le rappeler, autrice de plusieurs ouvrages, dont Guerrière à la rencontre du sexe fort, et qui est ex-présidente du réseau Excision Parlons-en. Et Catherine Ladouce, ex-directrice exécutive de la communication de Lenovo, cofondatrice en 2001 et présidente du Cercle Interrel, qui est un réseau de femmes et d'hommes de 15 grandes entreprises des domaines technologiques et scientifiques engagés pour la mixité, comme Air Liquide, Dassault, EDF, Engie, Orange, Schlumberger, j'en passe. Donc, Moïra et Catherine, je ne sais pas dans quel ordre vous allez vous débrouiller puisque c'est vous deux qui êtes. Et Catherine qui commence. Voilà. Donc, racontez-nous pourquoi le collectif Ensemble contre le sexisme, son historique, ses objectifs. Voilà. Catherine, c'est à vous. Merci beaucoup Jocelyne et bonsoir à tout le monde et merci de cette magnifique opportunité de préfigurer, de démarrer l'année avec c'est vrai ce coup de projecteur sur le sexisme parce que c'est ce qui nous réunit là depuis plus de 4 ans. Hein, nous entamons notre 4e année. Toutes ces associations, dont certaines sont représentées ici, travaillent ensemble et ce qui est formidable, c'est que ces associations avant ne se connaissaient pas. Enfin, du moins, il y en avait certaines qui se connaissaient parce qu'elles travaillaient ensemble sur la question de l'égalité, des droits des femmes, sur le sexisme, mais dans leur sphère, que ce soit la sphère de la culture, ou la sphère du sport, ou la sphère professionnelle, mais nous n'avions pas souvent l'occasion de nous rencontrer et de travailler ensemble. Et en fait, la première qui nous a réunis ensemble, c'est Laurence Rossignol, donc je lui rends hommage, quand elle était ministre en charge des droits des femmes, où elle avait lancé une campagne sexiste, pas notre genre. Et elle a eu, je disais, cette idée de faire se rencontrer, comme elle disait, les associations dans leur couloir
couloirs de nage, des associations comme la mienne qui représentent les réseaux des grandes entreprises dans le secteur de la tech en particulier, des associations comme celle que représente Moira pour l'excision, ce que représente aussi Céline en termes de communication et autres, et dont nous avons travaillé ensemble. Et après, on n'a pas voulu s'arrêter. En fait, c'était ça qui était important, c'est qu'on a eu à la fois évidemment du plaisir de se connaître et de s'enrichir mutuellement, et deux, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui nous réunissait dans notre bataille pour l'égalité et pour, je dirais, l'émancipation et l'accès disons, à la même égalité de chance pour les femmes comme pour les hommes dans tous les secteurs, c'était en fait cette lutte que nous faisons au quotidien contre le sexisme. Alors certes, nous connaissons tous évidemment la lutte que nous faisons contre le sexisme sous sa forme la plus terrible, la violence, mais notamment dans les entreprises, c'est surtout le sexisme ordinaire, ce sexisme invisible de la machine à café, des blagues de la machine à café, qui en fait peuvent complètement entraver la liberté des femmes. Donc, ce collectif s'est créé en 2017, a organisé sa première journée et son appel pour une journée nationale contre le sexisme, dont notre objectif à toutes et à tous, c'est que nous puissions avoir, que tout le pays se mobilise, comme elle le fait le 8 mars pour la journée des droits des femmes ou le 25 novembre pour la journée des violences conjugales, des violences, c'est de se mobiliser pour lutter contre le sexisme dans tout le territoire. Et à partir de là, nous travaillons par groupe, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la diversité des expertises, c'est cette intelligence collective qui est au service en fait d'une cause, qui est cette cause de la lutte contre le sexisme et la cause évidemment des droits des femmes et des droits des hommes quand ils sont, disons, quand ils subissent des questions de sexisme. Enfin, malheureusement, on le sait bien, ce sont plutôt les femmes qui en pâtissent. Et en fait, nous avons organisé donc en termes d'activité, nous allons organisé, là je vois que Moira en parlera, le 25 janvier, notre 4e journée, notre 4e atelier, groupe de travail, et ce qui sera sur les violences économiques et le sexisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces groupes de travail réunissent donc ces différentes associations pour leur permettre d'apporter des solutions concrètes, des solutions aussi originales, innovantes pour progresser. Car le sexisme, et là, évidemment, Brigitte en parlera beaucoup mieux que moi, le fait d'avoir cette de tous les secteurs, le sexisme étant systémique, on se reconnaît et finalement, ce qui se passe dans le milieu culturel, le milieu du sport ou le milieu de l'entreprise, malheureusement, on retrouve les mêmes obstacles et les mêmes comportements qu'il nous faut combattre. Donc, nous avons aussi fait une campagne, et là, je salue le travail qu'a fait Céline Boisson, puisque nous avons fait une campagne, Le sexisme tue, qui a eu un impact très, très fort, je crois, parce que vraiment symboliser combien le sexisme, sous toutes ses formes, peut tuer, en fait, la créativité, peut tuer la liberté des femmes. Et donc, on est ravis de pouvoir échanger sur cet objectif, car en fait, ce collectif pourrait disparaître si le sexisme disparaissait, mais en fait, on continue à travailler d'arrache-pied tous ensemble, pour pouvoir lutter contre le sexisme qui est vraiment la base, en fait, de toutes les inégalités. Voilà, je passe la parole à Moira parce que j'ai certainement oublié ces choses. Écoutez, je voulais juste rajouter effectivement pourquoi nous demandons une journée nationale contre le sexisme, qui est vraiment un appel qu'on a fait depuis le début de notre existence, qui pour l'instant n'a pas eu de réponse de la part du président de la République, parce que c'est lui qui décide les journées nationales. Et puis, il est vrai qu'on nous dit souvent, il y a le 8 mars, il y a le 25 novembre, pourquoi est-ce que vous en voulez encore une autre ? Alors que quand même, on est obligé de souligner que le 25 novembre, c'est la journée contre les violences, le 8 mars pour les droits des femmes, mais le sexisme qui nous semble être vraiment la racine de tout ce qui ne va pas, personne n'en parle. Et en plus, tout le monde ne le comprend pas complètement. C'est pour ça que nous existons et c'est pour ça que Brigitte Grésy, tout à l'heure, va vous expliquer, si vous en aviez encore besoin, ce que c'est le sexisme. Je voulais ajouter aussi que donc nous avons fait ces trois journées sur des thèmes différents, parce que la première en 2018, donc c'est toujours le 24 ou le 25 janvier, nous demandons une journée le 25, mais bon, ça dépend si ça tombe un samedi ou pas. Et nous voulions la première journée vraiment expliquer en gros ce que c'était que le sexisme. Un de nos titres était « Sommes-nous malades du sexisme ?» Et c'est là que chacune de nos associations
a pu en parler dans son domaine. La deuxième journée, le thème c'était libre, que les femmes devaient être libres. Pouvaient-elles vraiment l'être, par exemple, dans le numérique, en ville, dans les espaces publics? Et le troisième thème, c'était dans la parentalité, comment ça se passe. Donc chaque année, on a vraiment un thème. Et puis, je voulais en profiter, alors je peux peut-être demander à Astrid justement de nous montrer cette campagne que nous avons faite début 2019, qui s'appelait « Le sexisme tue » et qui s'appelle toujours, parce que cette campagne, elle existe encore, il faudra juste qu'on change la date, mais on espère bien pouvoir la remontrer. Elle a été montrée dans le métro parisien et dans des journaux, dans plusieurs médias. Et nous sommes assez satisfaites en fait de ce slogan « Le sexisme tue », parce qu'il tue la parole, l'avenir, le talent, l'innovation, le désir et la confiance en soi. La confiance en soi qui est excessivement importante pour les femmes. Donc vous voyez, ce sont vraiment des belles images avec un texte très fort. Ça n'a pas toujours été évident de le faire passer parce que le sexisme tue, ça avait quelque chose avec une des images montre une tombe de vraiment fort, mais on avait envie et finalement, vous voyez une urne funéraire, mais on pense que c'est une campagne vraiment très réussie. Donc si vous connaissez des gens qui peuvent nous la republier, ce serait avec grand plaisir. Et puisque nous avons fait aussi, donc nous avons fait un appel pour que nous relançons chaque année pour avoir une journée contre le sexisme. Et puis à la fin du confinement, nous avons voulu aussi marquer le coup avec tout, en réalisant combien le sexisme s'était montré dans ce confinement dans la façon dont les femmes étaient mal payées, dont les femmes étaient majoritaires dans les petits boulots qui justement étaient en bas de l'échelle de la société. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on parle. Et on a publié sur Mediapart un plan de déconfinement antisexiste avec des recommandations pour que ça se passe mieux pour les femmes. Je voulais juste ajouter qu'effectivement, le sexisme, c'est vraiment encore quelque chose de pas vraiment compris, pas vraiment condamné. Le racisme, l'antisémitisme sont condamnés dans la loi, le sexisme, pas encore vraiment. Et puis rajouter ce plaisir de travailler toutes ensemble. Moi, ça fait 40 ans que je suis féministe à peu près, et j'ai été dans de nombreuses associations. Je n'avais effectivement, comme l'a dit Catherine, jamais rencontré certaines femmes dans les grandes entreprises comme Engie, et on restait un petit peu chacune sur son sujet, sur son bout de gras. Moi, c'était les violences envers les femmes, ou la place des femmes, que j'étais journaliste dans le métier de journaliste, l'image et la place des femmes dans les médias. Mais voilà, on ne se fréquentait pas. Là, on se fréquente et on travaille ensemble pour un même but et ça se passe très bien et c'est avec beaucoup de joie qu'on milite, si je peux employer ce mot. Maintenant, je vais passer la parole à Brigitte Grésy qui va nous expliquer ce que c'est vraiment que le sexisme. Je vais l'introduire très rapidement si tu veux bien. Donc, Brigitte Grésy, donc, effectivement, vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. On n'a pas besoin de vous présenter. Vous êtes effectivement, enfin, le HCE, juste pour le dire, ces rapports, ces avis sont toujours très, très attendus et c'est une mine d'informations, notamment pour nous qui militons au quotidien. Vous êtes secrétaire général du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle de 2013 à 2019. Vous êtes autrice évidemment de nombreux rapports sur l'égalité et vous avez notamment publié un petit traité sur le sexisme ordinaire et un autre, La vie en rose, pour en découdre avec les stéréotypes. Je ne vais pas plus loin. Madame la Présidente, chère Brigitte, c'est à vous. Est-ce que le sexisme, enfin, qu'est-ce que le sexisme à la racine de toutes les inégalités entre les sexes? Merci beaucoup et je voudrais vous dire encore tout le plaisir que j'ai d'être avec vous et de travailler avec vous dans ce collectif et même plus largement donc au sein du HCE qui a donc la charge par la loi de publier tous les ans un rapport sur l'état annuel du sexisme en France. Donc vous voyez à quel point on est concerné.
Alors, le sexisme, c'est un sujet à la fois compliqué et simple. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, historiquement, ça nous vient des États-Unis, hein, et pendant un certain temps, le mot sexisme n'était absolument pas utilisé, et il était même considéré comme étant un terme quasiment, comment dire, mis au banc du langage. C'est Simone de Beauvoir qui en a un peu reparlé. Il y avait une chronique sur le sexisme ordinaire dans les temps modernes. Et c'est, je crois, depuis les années 2000, fin des années 2000, 2008, 2009, que le mot a recommencé à émerger. Et alors, avec MeToo, ça a été la déflagration. Et ce que je trouve très important, et c'est de là que je voudrais partir, c'est que la notion de sexisme est devenue une notion intégrée dans notre corpus juridique français, à 3 niveaux. En 2015, dans la loi Rebsamen, on a réussi à créer l'agissement sexiste dans le Code du travail. Et puis, plus récemment, dans la loi sur les violences, nous avons l'outrage sexiste et nous avons le harcèlement à connotation sexiste ou sexuelle. Donc, ce mot sexisme est dans la loi maintenant, Code pénal, Code du travail, et il désigne des comportements prohibés. C'est ça, je crois, le grand écart, le grand saut qualitatif. C'est qu'avant, on parlait de misogynie, on parlait de Black Salas, on voyait des décisions du tribunal en disant oh, c'est des plaisanteries facétieuses d'un dragueur un peu lourd. Vous voyez, il y avait des choses comme ça. Donc, quelque chose qui était lié à une espèce d'esprit français. Eh bien non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, ça correspond à des comportements prohibés. Alors quoi ? Le sexisme a une double définition. C'est d'abord une idéologie, une croyance qui érige la supériorité d'un sexe par rapport à l'autre, ou l'infériorité, hein, le masculin qui l'emporte sur le féminin, et ça désigne par ailleurs toute une série d'actes, de comportements qui peut aller depuis le sexisme du quotidien, le sexisme dit ordinaire, en passant par les discriminations, le harcèlement, l'agression sexuelle, voire le viol. Et c'est pas forcément un continuum en tant que tel. Par exemple, le blagueur autour de la machine à café n'est pas forcément un prédateur sexuel, mais ce sexisme dit ordinaire autorise, légitime, facilite, trace la voie pour les prédateurs. Et donc autorise en quelque sorte ce climat de harcèlement, ce climat de sexisme. Alors, comment définir ce sexisme? Donc, c'est à la fois un mauvais traitement, par exemple une incivilité qui est faite à une femme dans une réunion. Ça peut être une discrimination, c'est-à-dire un traitement différencié dans certains cas, ou ça peut être une violence sexiste ou sexuelle. Donc, il y a quand même, comment dire, une sorte de gradation. Mais ce qui est important, c'est que tout ce qui est autour de ça, c'est vraiment la disqualification d'un sexe. Parce que ce soit le sexisme dit ordinaire, que ce soit le viol, il y a, dans la culture du viol, par exemple, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la disqualification des femmes, de la délégitimation de leur présence et de leur occupation de la sphère publique et collective, une délégitimation. Et le sexisme ordinaire, c'est donc tous ces petits mots, comportements, attitudes qui délégitiment, l'air de rien, de façon consciente ou inconsciente, c'est important, les femmes parce qu'elles sont des femmes. Le conflit fait partie de la vie, l'humour fait partie de la vie, mais à partir du moment où on utilise une blague, où on utilise une agression, un comportement agressif parce que la personne en face de soi a un sexe donné, alors on est dans le sexisme. Et je crois que 3 choses sont importantes par rapport au sexisme. La première, c'est que les manifestations du sexisme dit ordinaire, je ne parle pas ni de harcèlement, ni de l'agression, ni du viol, ça vous connaissez par ailleurs, sont extrêmement variées. Ça peut aller de la blague à la machine à café, aux incivilités, mansplaining, interrupting dans les réunions, aux injonctions contradictoires faites aux femmes. Alors, tu y vas comme un homme, hein, tu y vas avec la bite et le couteau, mais en même temps, tu mets de la dentelle et tu es une femme. Toutes ces injonctions paradoxales. Ça peut être la fausse séduction, qui, les sociologues montrent, font que les femmes se rétrécissent dans une réunion quand on voit qu'on s'adresse à elles parce qu'elles sont une femme et non pas pour leur esprit et leurs compétences. Ça peut être toutes les allusions à la maternité. Et le deuxième point, c'est que ça induit chez les femmes une souffrance qui peut être
et des comportements qui sont extrêmement variés d'une femme à l'autre, suivant le seuil de résistance qu'elle a au sexisme. Ça peut être effectivement l'évitement, ça peut être la fuite, mais ça peut être souvent aussi le déni. Vous savez, l'euphémisation de ce qui vous arrive. Oh là là, il m'a dit, ma grande, alors, t'as 2 neurones. En fait, c'était gentil, quoi. C'était gentil. Autrement dit, on euphémise le sexisme, alors qu'en fait, c'est une agression. On l'euphémise pour garder une bonne image de soi, pour garder confiance en soi, parce que le sexisme porte atteinte à la confiance que l'on a en soi et vous délégitime aussi, que vous vous auto-censurez. Donc, il y a vraiment des réponses très différentes. Alors que la réponse au sexisme, c'est-à-dire la confrontation, non pas la riposte, parce que là on est dans une escalade mimétique, mais la confrontation, c'est vraiment un travail mental qu'il faut apprendre et qu'on n'apprend jamais aux filles ni aux garçons. C'est-à-dire que dans nos écoles, on apprend des connaissances, on apprend un peu à traiter son corps par le sport, on donne des règles d'hygiène, on ne nous apprend jamais à régler des conflits, on n'apprend pas aux filles à garder le précaré, à dire non, à dire oui, on n'apprend rien sur le consentement, on n'apprend rien sur la gestion des conflits. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, on est assez impuissant par rapport au sexisme. Alors, par rapport à ça, il y a des outils, il y a le droit, je vous en ai parlé, mais rassurez-vous, ou au contraire, pleurons en ce début d'année 2021, il n'y a aucun contentieux lié à l'agissement sexiste à ce jour. Il y a des contentieux sur l'outrage sexiste, il y a pas mal de contraventions. Et sur le harcèlement à connotation sexiste, c'est beaucoup plus compliqué, mais sur l'agissement sexiste, 0 à ce jour contentieux. Mais autrement dit, le droit existe, mais il y a des outils. Les outils, c'est que les entreprises doivent intégrer ça dans le règlement intérieur et dans la politique de prévention des employeurs, c'est obligatoire. Donc ça, il y a des obligations de faire. Et surtout, il y a le travail des réseaux de femmes. Et là, j'en viens à notre réseau formidable de Ensemble contre le sexisme, qui alors réunit toutes les composantes. Mais je peux aussi vous parler d'un autre réseau qui s'appelle Initiative Stop Sexisme, qui réunit 56 entreprises autour d'une sorte de vadémécum qui est les 10 commandements, en quelque sorte, de la lutte contre le sexisme dans une organisation. Et ça passe par le fait qu'au plus haut niveau, il faut dire non. Ça passe par des politiques de prévention, de mise en place de cellules d'écoute, de sanctions, d'évaluation, etc. Et pour finir, parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps, je trouve que le dossier que moi j'ai envie de pousser en ce moment, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans le privé, c'est effectivement la construction d'un baromètre sur lequel on a travaillé et qui est finalisé, d'un baromètre de ressenti du sexisme et qu'on va intégrer évidemment dans notre rapport du HCE, c'est-à-dire faire en sorte que dans les organisations, on demande aux salariés et EES, on leur demande ce qu'ils sentent à propos du sexisme, comment ils le voient. Et évidemment, donc ça implique des questions qui ne bloquent pas les réponses, qui n'induisent pas les réponses, et donc un travail assez fort. Mais aujourd'hui, ce baromètre sur le ressenti me semble très important, précisément pour que tous les outils dont on dispose puissent être utilisés à bon escient, pas seulement des outils de prévention, mais aussi des outils légaux pour qu'on ait des vrais contentieux. Sur le sexisme ordinaire, on a des contentieux sur le harcèlement, heureusement, l'agression, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, c'est parfait. Merci beaucoup, Brigitte, pour cet éclairage. Et donc, après le contexte qui a été brossé par Catherine Ladouce et Moira Sauvage et cette définition très complète de ce qu'est le sexisme par Brigitte Grésy, nous allons regarder un petit peu de plus près quelques exemples des différents visages du sexisme et voir comment il est possible de faire évoluer la société. Est-ce qu'il y a des solutions pour faire reculer, pour anéantir un jour le sexisme? Donc, nous allons regarder ça par des zooms en quelque sorte, un sur la culture, un sur les violences, un sur le sport, dans la publicité, la technologie. Et donc, nous allons commencer sur la culture avec Blandine Métayer.
Blandine, donc, qui est actrice et comédienne de théâtre et de téléfilm, mais beaucoup de théâtre, autrice d'une centaine de scénarios, de pièces de théâtre et de parutions diverses, comme par exemple Les Perles du sexisme, il y a 2-3 ans, et la fameuse pièce Je suis top, qu'elle a écrit et qu'elle joue en seule en scène. Je ne dois pas être la seule, mais j'ai eu le plaisir de la voir. Je vous conseille, celle qui ne l'aurait pas vue encore. C'est top, oui. Aussi, elle a joué en 2020 Les Survivantes, où elle incarne le parcours d'une femme prostituée et son parcours de sortie de la prostitution à partir d'une histoire réelle. Donc, Blandine, comment peut-on dire non à l'invisibilité des femmes dans la culture et dans les médias? Vaste programme. Blandine, c'est à vous. Voilà, j'ai activé mon micro, j'espère que vous entendez bien. Bonsoir à toutes et à tous et bonne année à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de participer à ce mardi de la clé sur le sexisme. Bon, évidemment, alors, prendre la parole après Brigitte Grésy, c'est très impressionnant, hein, parce que Brigitte, tu es tellement brillante et tu as tellement bien exposé ce qu'est le sexisme que je vais tâcher, moi, voilà, de venir vraiment sur le terrain de la culture, puisque voilà ce que j'ai pu observer dans mon métier particulièrement, et puis plus généralement dans les métiers de la culture, puisque c'est mon univers. Voilà. Alors, on pourrait penser que la culture, c'est un domaine, un espace privilégié où l'égalité femmes-hommes serait reine et le sexisme, le grand absent. Alors, malheureusement, il n'en est rien, loin de là, hein, parce que la culture sur le plan des inégalités femmes-hommes, alors c'est pas moi qui le dis, c'est l'association HF, arrive en deuxième position, juste derrière l'armée. Et maintenant, en plus, je ne sais même pas si elle n'est pas bonne première, quoi. Voilà. Alors, c'est parce que l'armée a fait de gros efforts et qu'on a quand même une ministre des armées. Hein. Bon, alors, si vous allez voir, c'est loin d'être le cas dans le domaine de la culture, bien qu'on ait aussi une ministre de la culture. Donc, on va commencer par, moi, je vais commencer par vous donner quelques chiffres avant vraiment de parler des mentalités et de tout ce qui se fait dans le métier. Parce que c'est vrai que les chiffres témoignent de ce sexisme hein, fortement et que vraiment, voilà, les rôles se distribuent. Alors, vous parlez des comédiennes souvent plus aux hommes qu'aux femmes, on va voir tout ça. Hein. Alors, des chiffres qui sont éloquents. La société, la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dont je suis sociétaire, a édité depuis plusieurs années une brochure qui s'appelle, intitulée « Où sont les femmes ?» Et alors là, bon, je vais vous livrer quelques petits chiffres comme ça, au débeauté. 1% de compositrices, 4% de femmes chefs d'orchestre, autour de 22% d'autrices, 26% de metteuses en scène, etc. etc. Les chiffres n'augmente pas, loin de là, quelquefois même régresse. Enfin, bon. Et le CNC alors, a publié en novembre 2020 une étude très complète sur la place des femmes dans l'industrie cinématographique, avec notamment une étude comparative entre les actrices et les acteurs par tranche d'âge. Alors, on va pouvoir voir que entre 25 et 29 ans, c'est là qu'il y a le plus de rôles pour les femmes. Elles sont même un peu plus nombreuses que les hommes, 51,4% et 48,6% pour les hommes. Bon, parce que là, tout va bien. Ensuite, c'est là que ça se gâte. À partir de 40 ans, la part des femmes est d'environ un tiers des effectifs. Là, c'est-à-dire qu'entre de 30 à 39 ans, ça descend à 42,5, puis 34,6.
Donc, c'est moins 28% hein, quand elles sont âgées de 40 à 49 ans. Et tandis que le nombre d'hommes, lui, est stable. Il est même plutôt un petit peu en augmentation, plus 0,4%. Et le nombre d'actrices âgées de 50 et 59 ans, alors là, ça baisse une nouvelle fois de façon conséquente par rapport à la tranche d'âge inférieure, c'est-à-dire que là, on baisse de moins 40%. C'est terrible. Et vous verrez après, justement, que moi, je travaille là-dessus. C'est sur ce double standard, hein, cette double peine, comme dont a parlé Suzanne Sontag, le sexisme et l'agisme, que nous travaillons depuis 5 ans au sein de l'AAFA, Actrices et Acteurs de France Associés, dans la commission AAFA Tunnel de la comédienne de 50 ans, qui a été initiée par Marina Tomé, Catherine Pifaretti, et qui fait partie d'Ensemble contre le sexisme. Alors, bon, c'est vrai que nous, on est tombé sur des choses incroyables, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, d'après une source INSEE, une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans. Voilà, ça représente à peu près 52% de la population féminine majeure, un quart de la population majeure totale. Mais cette majorité réelle dans la vie ne se retrouve pas du tout dans les fictions. Nous, à l'intérieur de la commission AAFA Tunnel des 50, on a travaillé justement à chiffrer aussi. En 2016, par exemple, on a étudié tous les films qui étaient sortis en 2016 et on a regardé combien il y avait de rôles de femmes de plus de 50 ans. Eh bien, c'était 6%. Voilà, donc on voit le rapport, hein, 52%, 6%. Cette année, nous avons encore travaillé dessus, sur les chiffres de 2019. Alors, je ne peux pas encore vous en dévoiler la teneur parce que le 11 janvier, nous allons vraiment envoyer, vous recevrez d'ailleurs un très beau document qui retrace nos 5 ans de lutte. Et donc, on dévoilera également les chiffres de 2019, mais sans déflorer le chiffre, je peux vous dire que c'est pas très réjouissant. Voilà. Alors, à l'inverse, hein, des personnages féminins, eux, vieillissent, mais ils ne vieillissent pas, en fait, ils disparaissent des écrans. Hein. Et les personnages masculins, eux, par contre, voilà, continuent à être à l'écran et avec des partenaires de plus en plus jeunes. Donc, une seule alternative pour une comédienne, pour les femmes dans ce métier, c'est être jeune et rester jeune. Alors, bon, les actrices de tout âge subissent évidemment le sexisme. Il n'y a pas que les femmes de plus de 50 ans. Moi, j'ai recueilli de nombreux témoignages de jeunes actrices, d'actrices de tous les âges, et notamment l'AAFA, Actrices Acteurs de France Associés, a organisé les 1er et 2 février les états généraux de l'actrice et de l'acteur. Et moi, j'avais la chance d'animer la table égalité avec un camarade. Et on a recueilli quantité de témoignages, mais en plus de tous ceux que j'avais déjà recueillis au fil des ans. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit florilège pour vous montrer justement tout ce qu'a dit Brigitte tout à l'heure, l'euphémisation, la délégitimation des femmes dans ce métier. Et vous allez voir comment le sexisme est très pernicieux et très, très subtil, et comment les comédiennes, finalement, adoptent, ont souvent ce que Françoise Héritier appelait la soumission intégrée. Hein. Et voilà, donc je vais vous livrer donc je vais vous les jouer puisque je suis comédienne, je vais vous jouer ces témoignages, enfin, je vais vous les faire vivre. Voilà, alors, une jeune actrice. Dans un stage de développement de carrière, voici les injonctions que j'ai eues. Regarde beaucoup de séries, de films, les rôles que tu pourrais faire et habille-toi et maquille-toi comme elle. Sois un requin parmi les requins. L'autre. Oh, les types de rôles, moi je suis la copine de machin.
Là, je fais une jeune maman, j'ai 25 ans et j'ai un enfant de 8 ans. Ouais, toujours par rapport à un mec, quoi. Ah bah, le prochain film, je fais la petite copine du mec de 40 ans. Bon, moi, je suis arrivée à un casting. Alors là, les filles, elles étaient toutes blondes à forte poitrine et les mecs, ils avaient entre 40 et 50 ans. Les acteurs vieillissent, mais leurs partenaires restent au même âge. Pour faire un couple de 50 ans, on prend un homme de 60 ans et une femme de 40 ans. La femme, arrivée à un certain âge, n'a plus de nom. Elle est la femme de, la mère de, la grand-mère de, ou alors elle est appelée par son prénom. Même quand j'avais 20 ans, on me disait que j'étais trop vieille. Dans l'audiovisuel, il faut tout de suite démarrer et fort. En fait, la différence, c'est presque une différence de nature entre comédien et comédienne. Le comédien, on va regarder son travail, sa capacité de travail. La comédienne, son apparence et sa capacité de séduction. La comédienne, elle est regardée en tant que femme. Le comédien en tant que comédien. Ah, et alors, nous arrivons à la grossesse, la maternité, les enfants, là aussi, c'est un festival. Moi, j'ai eu un enfant très jeune et j'ai caché que j'étais mère. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes, hein, chant, danse, théâtre, chorégraphe, metteuse en scène. Enfin, j'étais mise de côté parce que enceinte. Ah, ta carrière, ça va nuire à ta carrière. Je n'ai plus dit que j'avais des enfants car ils projettent des problèmes d'organisation. Bon, alors c'est simple, hein, l'équation, elle est très simple. Enceinte égale plus baisable égale casée égale elle va prendre du poids. J'ai fait 2 enfants et j'avais envie d'un 3e, mais j'en ai fait le deuil car quand tu es enceinte pendant 10 ans dans ce métier. Alors moi, quand j'étais enceinte, je parlais à mon enfant. J'ai un casting, planque-toi. Et ça ne se voyait pas. Jusqu'à 6 mois et demi, ça ne se voyait pas. Alors un conseil, ne dites jamais que vous êtes enceinte. Bien, donc tout ça, c'est terrible. Hein. Je pense que dans plein de métiers, on peut recueillir aussi, mais nous, on le subit, puisqu'on a ce métier d'apparence, etc. On subit vraiment de plein fait. Alors, que faire ? Quelles sont, pour finir quand même sur une note un peu positive, hein, quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer ? Moi, je vais vous livrer quelques pistes évoquées, notamment pendant ces états généraux, et puis aussi tout le travail qu'on fait à la AFA Tunnel des 50. Voilà, par exemple, il y a eu, bon, parce que le nombre de rôles fait aussi, participe aussi évidemment du sexisme, hein, le fait que nous soyons discriminés là-dessus. Hein. Alors, on peut proposer par exemple les quotas comme une solution transitoire pour initier le changement, notamment dans les instances décisionnaires, de direction et administratives. On pourrait donner un bonus, labelliser un projet qui a fait un effort dans la répartition femmes-hommes, donner une carotte financière, bonus-malus. Dans les fictions, combattre les injonctions qui sont normées de beauté, de séduction féminine, en montrant les femmes telles qu'elles sont dans la vraie vie. Oui, ça, ce serait bien. Et alors, je vais vous livrer aussi les engagements qui ont été pris par tous les acteurs de la profession, metteuses et metteurs en scène de théâtre, réalisateurs, réalisatrices, directrices et directeurs de casting, agents artistiques et littéraires, producteurs, productrices, etc., à l'occasion de la signature du manifeste que nous avions élaboré à la AFA Tunnel de la Comédienne de 50 ans. Ils se sont engagés à veiller à la proportion équitable de personnages féminins et masculins de plus de 50 ans dans les fictions que nous contribuons à créer, à ce que les personnages féminins de plus de 50 ans soient en phase avec l'évolution de la place des femmes de cet âge dans la société, à ne pas spécifier dans les scénarios, lorsque cela ne change pas le sens de l'histoire, le genre de rôle pouvant être joué indifféremment par une femme ou par un homme, notamment dans les rôles de fonction, de pouvoir qui sont généralement donnés aux hommes de plus de 50 ans ou autres. Par exemple, la parenthèse F/H
pourraient être apposées après la dénomination des rôles. Bon, aussi, ils sont engagés à ce que la différence d'âge dans les couples de fiction soit plus proche de la réalité. 2 ans dans les couples français, selon toujours l'INSEE, lorsque cela ne change pas le sens de l'histoire. Par exemple, quand le personnage masculin a plus de 50 ans, éviter de lui octroyer une compagne de 20 ans sa cadette. À la vraisemblance entre les âges des rôles féminins de plus de 50 ans et celui des actrices choisies pour les interpréter, afin que les femmes puissent se reconnaître dans l'image que la fiction donne d'elles. Voilà. Tout ça, c'est des pistes sur lesquelles on travaille et on espère réussir à aboutir là-dessus parce que voilà, c'est pas un combat de comédienne, c'est pas un combat de femmes uniquement, c'est un enjeu de société. Hein. Quelle société on a envie de montrer et de laisser. Alors pour finir, je vais vous livrer une dernière petite anecdote qui m'est arrivée personnellement. Voilà, quand j'étais jeune comédienne, j'ai participé à 2 grandes émissions comiques de l'époque, le Petit Théâtre de Bouvard pendant 4 ans et demi, puis La Classe. Voilà. Et un jour, lors d'un enregistrement, j'avais un sketch particulièrement difficile à faire, on répétait en très peu de temps, on l'écrivait, tout ça, c'était… Donc j'étais pétrie de trac. Et j'étais là, derrière le rideau, on enregistrait dans les conditions de direct, hein, donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir la moindre défaillance. Et là, j'ai un camarade qui discrètement est venu me dire à l'oreille, bon, allez, arrête de t'en faire, de toute façon, une femme, ça fera toujours moins rire qu'un homme. Hein. Voilà, donc je suis rentrée sur scène, mais je dirais que très vite, comme j'avais, enfin, je veux dire… je me suis appuyée sur le texte, je me suis battue et j'ai dit bah non, je vais lui prouver que non. Et heureusement, depuis, hein, on a prouvé que les femmes ont largement prouvé le contraire, puisqu'il y a beaucoup de femmes maintenant dans le comique et elles sont formidables pour la plupart d'entre elles. Voilà. Et bien souvent, beaucoup plus originales dans leur thème que les hommes qui sont toujours à faire ouais, alors je fais le mec avec la meuf. Bon, les femmes, je trouve, on va avoir des Blanche Gardin, des Florence Foresti ou autres qui ont vraiment révolutionné le comique français et pas seulement féminin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Merci. Et voilà, à plus. Merci beaucoup, Blandine, pour ce témoignage et pour ton talent, quand même. Hein. On t'a écouté avec grand plaisir, enfin, j'imagine. Donc, maintenant, j'ai vu que Frédéric Marx était arrivé. Bonsoir, Frédéric. Alors, on va se poser la question du rôle du sexisme dans les violences contre les femmes. Donc, Frédéric, vous êtes cofondatrice avec le docteur Pierre Foldès et directrice générale de l'Institut de santé génésique, qui est un centre pilote de prise en charge globale de tout type de violence contre les femmes. Vous dirigez une équipe pluridisciplinaire de 25 professionnels, aussi bien dans la médecine que juristes, etc., et qui a pour objectif donc cette prise en charge globale. Parallèlement, l'association Women Safe and Children accueille que vous dirigez ou que vous présidez, je ne sais plus Frédéric, mais je sais que vous êtes de toute façon un pilier incontournable avec Pierre. Donc, vous accueillez et soignez femmes et enfants victimes ou témoins de violences. Et c'est une association qui est précurseur dans son domaine, puisqu'elle permet de faire travailler ensemble et la médecine et la justice. Donc, Frédéric, parlez-nous peut-être de cette prise en charge, dans la violence, cette prise en charge globale. Est-ce que c'est un moyen de réduire le sexisme? Merci beaucoup, Jocelyne. Alors, je suis ravie de prendre la suite de Blandine Métayer. Alors, je vais juste faire cette introduction qui me paraît essentielle. En 2021, on a été saisi par un collectif du cours Florent qui a décrit et
qui décrit tout ce que vous dites, Blandine, avec ces jeunes femmes qui subissent dans leur enseignement du sexisme permanent et même extrêmement grave. C'est un collectif que nous suivons, que nous soutenons aujourd'hui avec force et vigueur. Et on ne lâchera pas parce que c'est des jeunes filles qui sont très impactées par les violences sexuelles et sexistes qu'elles subissent au sein d'un cours aussi réputé et aussi, on va dire, adoubé par beaucoup de professionnels. Et pour autant, c'est un lieu dans lequel s'exerce beaucoup de violence. Donc ça, je voulais faire le lien. Pour moi, le sexisme, et je remercie ce collectif Ensemble contre le sexisme, et évidemment la clé aussi, de me convier en fait à prendre la parole sur ce sujet des violences, qui effectivement fait apparaître un sexisme finalement presque ordinaire, puisque la violence, c'est du sexisme à la base. Alors moi, j'ai interprété cette invitation, comment le sexisme se manifeste dans les violences et que peut-on faire? Alors, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la violence envers les femmes est systémique. Cela signifie qu'elle sévit partout, tout le temps, sans se soucier de la couleur de peau, de la classe sociale, de la religion, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Elle est protéiforme, cumulable et universelle. Les chiffres sont univoques. Alors, je pense que dans ce groupe, vous connaissez d'autant plus ces chiffres qui sont une réalité. C'est que 143 000 victimes de violences conjugales en 2019, 213 000 femmes ont déclaré avoir été en moyenne victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint. 43% des femmes sont tuées, qui ont été tuées, avaient déjà déposé plainte, ce qui est grave. Plus grave encore, la plupart ne le font pas. 27% des victimes se déplacent au commissariat, seulement 27%, 18% déposent plainte et 7% une main courante. Alors, c'est des chiffres qui sont terribles. Alors, vous avez compris que dans la présentation, j'ai beaucoup insisté sur le fait que présentez-nous comme une organisation qui avons voulu réunir des femmes dans un lieu qui réunit beaucoup de professionnels, mais également leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 ans, on a constaté que ces enfants n'étaient la plupart du temps pas du tout pris en charge dans le cadre des violences et que les enfants sont souvent les dommages collatéraux. On dit bien que c'est des enfants qui sont potentiellement des futures victimes ou auteurs, puisqu'on les dit vulnérables à ce moment-là, surtout quand ils sont témoins de violences sans avoir pu, on va dire, évacuer les choses dont ils sont témoins. Alors, c'est vrai que Women Safe, quand on a construit ce centre, donc avec Pierre Foldès, puisque vous l'avez cité en tant que cofondateur, on a voulu déjà exprimer une chose, c'est dire que c'est un sujet qui concerne les femmes et qui doit être porté par une société constituée d'hommes et de femmes, dont cette volonté de dire que nous l'avons confondée en tant qu'hommes et que femmes. L'Institut, donc, elle est partie d'un constat, évidemment, c'est celui de l'universalité des violences à l'égard des femmes, puis la volonté d'y apporter une meilleure réponse. Il était impossible pour nous d'adopter une technique d'organisation en silo. Alors, l'organisation en silo, pour parler de la manière dont on traitait les violences, à l'époque, on a lancé ce dispositif, c'était plutôt par forme de violence. Donc, on parlait effectivement d'une association qui traitait plutôt l'excision, plutôt le viol, plutôt l'inceste, alors qu'en fait, une victime, elle peut avoir été impactée par plusieurs formes de violence. C'est important de le dire. Et quand on est dans un schéma de réparation, on ne peut pas s'empêcher de prendre en considération l'ensemble des violences qu'elle a pu subir, même dans l'enfance. Et c'est au bout de pratiquement 6 mois, 1 an, toutes ces femmes que nous rencontrions à l'époque étaient des femmes qui, à 70%, avaient été victimes de violences dans l'enfance. D'où déjà notre choix de traiter toutes les formes de violence. Et la deuxième, c'est d'y inclure systématiquement, surtout dans le cas d'une demande très très précise des femmes, d'entendre et d'écouter ces enfants qui sont témoins. Donc notre engagement auprès des enfants, vous l'avez compris, est très important. Celui de l'universalité des violences, alors à l'égard des femmes, et puis c'est aussi la volonté d'apporter une meilleure réponse. Il est impossible d'aborder une logique qui ne traiterait pas toutes les formes de violence, et c'est donc une réponse que nous voulons globale, avec un problème toujours global. Son objet est aussi simple qu'efficace. C'est un accompagnement qui doit tenir compte autant de la situation sociologique de la personne, médicale, parce qu'on a souvent oublié de parler de l'impact des violences sur la santé des victimes. Je dirais des victimes pour pas stigmatiser et dire qu'il n'y a pas de victimes hommes, mais je vais reprendre le sujet des femmes puisque c'est celui qui nous préoccupe. Évidemment,
tout l'impact psychotraumatique qui existe énormément dans toutes les situations de prise en charge des victimes aujourd'hui. Il n'y a pas de victimes que nous recevons qui n'ont pas été impactées de manière psychotraumatique. Son organisation, donc l'organisation de Women's Safe, se veut de curation, évidemment, mais ça s'inscrit dans un projet de société à long terme en mettant on va dire, en exergue la prévention au cœur de nos actions. Alors, les équipes qui sont constituées, que nous constituons, donc c'est des équipes de professionnels de santé qui sont constituées de médecins, de psychologues, des juristes, des avocats pour la partie juridique. Il y a aussi, et on a poussé très très loin en fait la curation jusqu'au traitement du psychocorporel, puisque le corps a des impacts qu'il faut aussi traiter. Une fois que le psychisme est traité, nous nous attaquons entre guillemets au corps pour justement pouvoir faire évacuer toutes les formes de violence subies. Donc de la prévention au dépistage en passant par la détection, Women's Safe a été choisi par les universités aujourd'hui parisiennes. On a à peu près 7 grosses universités parisiennes qui nous ont choisis, d'abord pour les aider à mieux appréhender le sexisme et donc le harcèlement sexuel et sexiste dans les universités. C'est d'autant plus un projet ambitieux que on sent en fait une méconnaissance du sujet, que ce soit dans les personnes qui sont désignées dans les universités pour traiter ces sujets-là, les porter et en tout cas en faire un combat au sein des universités. Et là on reviendra au principe de la formation, c'est des endroits dans lesquels il faut nécessairement investir toutes les parties, ou en tout cas tous les acteurs qui doivent être aujourd'hui sensibilisés à la détection et au dépistage effectivement des formes de violences sexistes et sexuelles. Demain, Women's Safe, évidemment, on ambitionne d'essaimer. On est déjà en train de travailler à l'essaimage sur plusieurs lieux. Pourquoi essaimer? Parce que les femmes viennent de 51 départements différents, que ces femmes qui viennent jusqu'à nous, on préférerait aller vers elles plutôt que de les amener encore à aller vers un parcours pour nous rejoindre, certes dans un lieu qui est confortable puisqu'on y réunit un certain nombre de professionnels qui évitent les réorientations. Alors, pour moi, et je suis très contente d'entrer dans un monde où on parle du sexisme à travers plusieurs prismes, que ce soit le prisme de la culture, tous les prismes que vous allez aborder ce soir, le sport, etc. Nous, au sein des violences, le sexisme, c'est principalement des injustices que nous recevons et que nous accueillons comme quelque chose de révoltant pour nos professionnels, puisqu'on est confronté à des injustices qui sont des prises de décision qui deviennent, on va dire, insupportables pour nos professionnels, dans la mesure où, quand on porte effectivement une situation vers la justice, souvent on est confronté à une incompréhension totale et presque, on va le nommer, à du sexisme. Alors, le premier, en fait, j'ai voulu un peu catégoriser les violences dans des environnements très précis. La violence et les impacts sur la santé, vous l'avez compris. Je vais commencer par un sujet qui intéresse beaucoup Moira, mais sur lequel on est évidemment extrêmement actif. Le premier sexisme, c'est évidemment une violence qui s'appelle l'excision, puisque la violence l'excision, c'est bien une violence sexiste par la maîtrise de la sexualité des femmes. Puis il y a les violences sexuelles telles que le viol, l'inceste, qui sont difficilement reconnues lorsqu'elles sont déclarées de manière différée. Ce sont des violences à fort impact psychotraumatique qui laissent la victime longtemps isolée dans son discours, incomprise, souvent trouvant des oppositions lorsqu'il s'agit de ne pas entacher la cellule familiale, manquant d'éléments de preuve, la laissant dans l'incertitude d'avoir réellement vécu les faits. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour nous et c'est malheureusement les faits qui sont souvent relatés et sur lesquels nous n'arrivons pas à aboutir quand il s'agit soit de sexisme, soit de violence type le viol ou l'inceste. Entré dans le code pénal en 1791, le viol n'a été défini et véritablement puni qu'à la fin des années 1970. Les victimes, quant à elles, sont très souvent traitées en coupables, inconnues, soupçonnées d'avoir été imprudentes ou provoquant au motif qu'elles ont parlé à des inconnus ou sont sorties tard le soir, seules et sans protecteur. Les femmes violées qui décident de porter plainte doivent aujourd'hui encore subir des violences symboliques. Les faits sont toujours minimisés et le non-consentement remis en cause. Le viol reste la seule infraction criminelle dans laquelle la victime se sent systématiquement coupable. Les délais d'instruction sont longs, en moyenne 4 ans, et une plainte sur 10 seulement finit aux assises.
Ça, c'est les stéréotypes sexistes ont la vie dure. 42% des Français pensent que si la victime a une attitude provocante en public, la responsabilité du violeur doit être atténuée. Le viol conjugal est enfin reconnu, mais uniquement lorsque l'homme avait utilisé la violence pour violer une femme. Alors, dans les violences et la justice, le nombre de dossiers de situations de pension alimentaire non payées, je ne vous en parle pas, c'est pratiquement systématique, plongeant la femme et les enfants dans une précarité sociale brutale. Dans la grande majorité des cas, c'est la femme qui quitte le domicile acquis en commun, ce qui donne ensuite à l'homme d'innombrables avantages, par exemple de faire évaluer le bien en sa faveur par un expert immobilier lorsqu'il s'agira de partager le patrimoine. Puis je vais faire référence au livre de Céline Vessière et Sybille Golac. Les prestations compensatoires sont certes prévues pour permettre aux divorcés d'être dédommagés de la perte du niveau de vie, mais comme le dit Céline et Sybille, elles démontrent que ce n'est là qu'une légende machiste, parce que différents artifices là, encore légaux, l'homme parvient le plus souvent lors de la séparation à dissimuler une partie de la richesse et à nier la réalité du travail invisible de l'épouse, typiquement cette tâche ingrate par excellence qu'est la comptabilité, par exemple. Selon les juges aux affaires familiales, là aussi je fais référence à ce livre et c'est très important, enfin j'ai trouvé beaucoup de références sexistes évidemment. Les juges aux affaires familiales qui décident du montant des prestations compensatoires sont à 75% des femmes qui ont toujours travaillé et se montrent peu enclins à dédommager celles dont elles ne comprennent pas la situation de femme au foyer quand elles ne la désapprouvent pas franchement. Les violences et les actions sociales. Alors ça aussi, la femme part avec ses enfants. On le lui reproche souvent parce qu'elle pourrait rester au domicile où ont lieu les violences. Oui, parce qu'elle préfère fuir, se met alors en place une organisation sociale qui va la pénaliser de longs mois jusqu'à céder et elle peut retourner au domicile. Jamais il n'est tenu compte de la réalité de vie de la femme, l'éloignement des enfants lorsqu'elle est placée et aidée par les actions sociales. On ne tient pas compte de l'éloignement des enfants de leur lieu de scolarité, du lieu professionnel trop éloigné pour maintenir son activité. Ça, c'est des situations que nous rencontrons trop souvent. Trop souvent, on reproche à la femme de ne pas tenir compte finalement des textes de loi qui diraient qu'elle pourrait rester au domicile, mais on comprend bien que quand une violence est exercée dans un lieu, on n'a pas envie de perdurer dans ce lieu-là, mais pour autant, les juges ne sont pas très cléments sur ce point-là. Et puis, je finirai par les violences et les parcours migratoires. Là aussi, on y trouve finalement des femmes qui sont souvent isolées, sans ressources et sans papier. La justice privilégie le domicile du père, même reconnu violent. Et puis, pour reprendre mon introduction sur le cours Florent, nous sommes saisis actuellement de nombreux collectifs de femmes qui se constituent, que ce soit des femmes dans les milieux culturels, que ce soit des femmes journalistes, des femmes de la publicité, qui se créent en collectif. Je pense que c'est un mouvement, enfin ce sont des mouvements très très forts que nous prenons comme finalement des perspectives d'avenir qui nous paraissent à être une mobilisation très positive parce qu'elles dénoncent leur réalité de vie professionnelle. Donc, c'est des femmes qui sont actives professionnellement, soit des jeunes filles qui vivent des choses dans le cadre de lieux d'enseignement comme le théâtre, par exemple, mais il y a d'autres lieux qui ont été identifiés. Et je mets un fort espoir pour que ces jeunes filles, ces jeunes femmes aujourd'hui dénoncent toutes les violences sexistes qu'elles subissent. Et je pense que ces témoignages-là, il faudrait un jour nous aider à les porter, on va dire, peut-être plus publiquement, parce qu'aujourd'hui, elles sont très impactées. Elles ne prendront pas la parole, sauf dans des colonnes. Je pense notamment à la Tribune du Monde qui leur a laissé la parole. Il faut savoir une chose, et là je reproche un peu aux journalistes de temps en temps de maltraiter les victimes. Elles ont été très maltraitées alors qu'elles voulaient simplement dénoncer des faits. Je pense que cette manière effectivement d'aborder le sujet des violences me paraît pas facile à poser dans un contexte où la société
n'acceptent pas toujours les dénonciations, voire des dénonciations sur la place publique de faits sexistes, réellement sexistes. Voilà. Merci infiniment Frédéric pour cette présentation et ces explications, ce témoignage. Donc le temps avance, mais on a encore un peu de temps. Je vais passer donc aujourd'hui, maintenant à Maryse Viseur. Donc Maryse Viseur, vous êtes arbitre international du canoë-kayak, vous êtes formatrice, coach professionnel à l'international, experte en leadership et en agilité, et vous êtes évidemment membre de Femix Sport, comme on le disait tout à l'heure, l'association pour la mixité dans le sport et pour le sport féminin. On a envie de dire que s'il y a un domaine où il y en a beaucoup, mais où les stéréotypes sexistes ont la vie dure, c'est bien aussi dans le sport. Donc, bien, Maryse, comment luttez-vous contre ces stéréotypes sexistes au quotidien, notamment dans Femix Sport et dans votre vie professionnelle? Votre micro. Mettez votre micro, Oui. Maryse. Le micro est présent. Il est ouvert. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, merci Jocelyne et merci au collectif de nous permettre de croiser nos travaux contre le sexisme et comment chacune de nos associations tente d'y répondre. Je commencerai mon propos en réaffirmant que si les femmes ont vécu à partir des années 70-80 une triple révolution, que ce soit sur le plan biologique, technique et des institutions, c'est aussi à cette période que, pour l'anecdote, la femme devient dans l'édition du Larousse un être humain de sexe féminin au lieu de femme compagne de l'homme. C'est, je trouve, assez important à le souligner. Et si le rôle nouveau de la femme, grâce à ces triples révolutions, que j'ai évoqué nous permet d'avancer également dans le sport, c'est grâce à des collectifs d'associations tels que le nôtre, à des femmes et à des hommes qui ont la volonté affichée de pratiquer une véritable politique inclusive et que je vais tenter de brosser, car, comme vous l'avez précisé, le sport est loin d'être exempt de stéréotypes et de sexisme. Donc, ce soir, je m'exprime effectivement au nom de Femix Sport, qui est Femmes, Mixité et Sport, association qui est à la fois force de proposition, qui est, je dirais, experte dans ce domaine, innovante et surtout à la recherche de l'équilibre homme-femme sans sexisme et ni stéréotype dans ce monde sportif qui, bien qu'encore silencieux, commence à plus que vibrer et où des propos, des annonces sont en train de sortir et qui démontrent que le sport lui aussi doit combattre violemment ce sexisme. Et donc, c'est par ce chemin que notre association, qui a été créée en 2000, après s'être emparée de multiples manifestations du sexisme, est devenue, par ses missions, l'association française dont l'objet porte exclusivement sur la thématique femmes et sport. Alors, c'est un outil, comme je vous l'ai précisé, novateur, au service essentiellement des structures fédérales, de leurs organes déconcentrés, des collectivités territoriales, puisque nous intervenons aussi auprès de ces organisations, des vecteurs de communication en lien avec le sport en général. C'est ainsi qu'aux côtés du ministère des Sports, nous travaillons sur des leviers d'action
qui nous inscrit dans l'ère du changement et de l'héritage. Car il est important de rappeler et de ne pas oublier que le sport a été fait par des hommes et pour des hommes. Donc, avant d'en venir à comment, à notre niveau, au niveau de FEMIX, combattons-nous ces stéréotypes, je souhaite balayer quelques dates phares, à savoir 1994, qui a été l'organiser une conférence internationale, c'est-à-dire la première conférence internationale d'ailleurs, sur les femmes et le sport, qui a été organisée à Brighton, au Royaume-Uni, et qui portait sur les moyens d'accélérer le processus du changement pour corriger ces situations de déséquilibre que connaissent les femmes lorsqu'elles participent ou s'impliquent dans le sport. À cette première conférence, 82 délégués représentant 82 pays, dont était absente la France. Et pourtant, Brighton restera une date clé pour la question du sport au féminin, puisque c'est là qu'est né le réseau européen European Human Sport. Donc, une date à retenir. En 1999, nous avons eu les Assises nationales femmes et sport. Et là, on voit apparaître l'identification des moyens spécifiques sur les projets touchant au développement et à l'accompagnement du sport féminin. Ligne budgétaire, plus identification des plans de féminisation. On peut aussi noter de nombreux rapports, des actions importantes. Quand je parle de rapports, je parle aussi de rapports établis par le CESE, établis par le Sénat, dont un qui me vient à l'esprit, c'est le rapport Dédier, qui était féminiser les fédérations. Et c'est peut-être là où FEMIX a pris son orientation, puisque c'était féminiser les fédérations et la mise en place d'un plan de formation, création de réseaux et de moyens financiers. Et nous aboutissons à cette loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, ce qui a permis de modifier le code du sport au niveau de son article 43, et donc qui est fait référence pour la gouvernance des fédérations. Pourtant, si on reprend depuis les années 2012, il y a une véritable politique volontariste qui a été mise en place, et cependant, des inégalités persistent. Alors, comment FEMIX les combat-elle? Alors, qu'elle soit dans l'accès à la pratique sportive, qu'elle soit à l'accès aux responsabilités et l'accès au métier du sport au féminin en général. L'accès à la pratique sportive doit être accessible par toutes et pour tous, sans discrimination aucune. Pourtant, j'ai noté que de nombreux challenges restent encore à relever, comme dans beaucoup de domaines, pour en faire du sport une activité sociale plus mixte. Seulement 38,5% des licenciés, toutes disciplines confondues, sont des femmes. La proportion est équivalente, pratiquement équivalente quand on regarde le nombre de femmes parmi les sportifs de haut niveau. Les différences sont encore plus criantes, plus dramatiques, je dirais, dans les fonctions techniques et dans les fonctions de dirigeantes. Et c'est là où FEMIX intervient. Car si nous notons aussi que parmi les 16-24 ans, l'on retrouve les plus forts taux de pratique. C'est aussi dans cette classe d'âge que s'enregistrent les plus fortes différences
les stéréotypes, le manque d'encouragement, le défaut d'identification sont des facteurs qui favorisent le décrochage des jeunes sportives. Et nous nous sommes aperçus durant cette période de la Covid-19 qu'il est important que nous nous interrogions pour savoir ce qu'il va advenir de la fréquentation des femmes dans une activité sportive. Parce que nous craignons de lourdes restrictions de budget familiaux, des activités de proximité pouvant disparaître et donc l'éloignement encore plus important de nos filles, jeunes filles et femmes. Dans l'accès aux responsabilités de dirigeantes, à l'heure du renouvellement des instances dirigeantes, puisque nous sommes arrivés fin 2020, à la fin des instances dirigeantes, renouvellement de ces instances dirigeantes pour l'Olympiade qui va suivre jusqu'en 2024, nous constatons que le nombre de femmes est encore bien insuffisant dans ces instances. À ce jour, après avoir perdu lors de la dernière élection la seule femme que nous avions présidente d'instance de fédération qui était Madame Lamour, à ce jour, 2021-2024, une seule femme présidente de fédération olympique, Nathalie Pechla, pour les sports de glace. Plusieurs femmes sont ou ont été candidates au poste de présidente de fédération olympique. C'est nouveau pour certaines, à savoir Nathalie Huet, mais qui a été non élue au niveau de la fédération badminton. Marie-Claude Casier pour la fédération de l'athlétisme, bien que non élue, était candidate. C'est un point important à noter. Nous attendons 2 prochaines élections. Isabelle Jouin pour la fédération de hockey. L'élection est à venir, le 16 janvier pour être très précise. Et Anne de Sainte-Marie pour la fédération d'équitation. Les femmes et les fédérations, c'est un domaine encore peu évoqué, mais très marqué par les disparités femmes-hommes. Et encore aujourd'hui, de nombreuses femmes, pour pas dire les femmes, sont largement absentes de postes de dirigeantes et techniques, et cette situation évolue trop lentement. Aussi, Femix accompagne les dirigeantes ou les futures dirigeantes grâce à ces modules de formation intitulés « Oser s'engager ». Et à ce jour, nous avons formé plus de 800 femmes, plus un accompagnement de femmes qui aspirent à des responsabilités nationales et qui rentrent dans nos hauts potentiels. En cours, une session nationale qui se termine avec 12 femmes, une session régionale au niveau de la région Aura qui a débuté avec 12 femmes et une session Île-de-France qui va débuter également avec 12 femmes. Sensible à l'accès aux métiers du sport au féminin, puisque, comme je vous l'évoquais, peu de femmes, à savoir 15% de femmes sont DTN, c'est-à-dire directrices techniques nationales, ce qui correspond à des femmes directrices de groupe en entreprise, si on veut faire un parallèle. 17,89% des femmes sont CTS, c'est-à-dire conseillers techniques sportifs, c'est-à-dire des entraîneurs, formatrices de sport. 29% de jeunes filles en université, en filière STAPS, donc filière sport. Et là, Femix s'est aussi engagé dans des travaux qui ont débuté avec un groupe projet validé par la ministre, à savoir des portraits de femmes qui ont réussi dans les métiers, puisque ce qui n'est pas vu n'existe pas. Diffusion très large des métiers et sensibilisation auprès des jeunes filles,
avec des mesures incitatrices dans les fédérations sportives pour y accueillir systématiquement et malheureusement d'y passer par un pourcentage de femmes dans les formations diplômantes. Donc, à notre niveau, Femix Sport a ses formations, a initié des conférences auxquelles nous apportons nos expériences, notre expertise en tant qu'ancienne athlète, dirigeante d'instance nationale, arbitre international, directrice technique nationale, chercheuse. Et nous accompagnons également, grâce à nos coachs certifiés, ces hauts potentiels, autant d'actions qui nous permettent aussi de pouvoir agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles les femmes sont confrontées. Participons ainsi à leur autonomisation, leur responsabilisation, en gommant ce sexisme, ces stéréotypes. Donc, ainsi, Femix Sport s'impose comme le réseau incontournable de femmes et sport. Dans son apport pour lutter contre le sexisme et les stéréotypes dans les domaines que je vous ai évoqués, à savoir l'accès au métier du sport, l'accès aux responsabilités des dirigeantes et faire en sorte que le plus grand nombre de femmes participent et soient candidates. Après avoir supprimé de nos droits les discriminations légales à l'égard des femmes et après avoir créé des droits spécifiques, il s'agit maintenant de rendre effective cette égalité de droits. J'aborderai la dernière partie en vous disant que ce travail d'éducation et de changement de comportement pour agir sur les racines des inégalités combattant tout sexisme nous concerne tous. Il se retrouve dans l'école, au sein des familles, dans les institutions, les administrations, les entreprises, les médias, et plus encore, et bien entendu, dans nos associations sportives. Le sport n'est pas en dehors de notre société et nous savons pertinemment qu'il est à son image et que pas de démocratie sans les femmes. Alors que nous reste-t-il à faire? Eh bien, grâce à l'appui institutionnel, à la conférence permanente du sport féminin, à toutes ces institutions, ces administrations, ces fédérations, ces collectifs d'associations, ces laboratoires d'idées, épris de mixité à tous les échelons. Il nous faut innover pour créer du changement, moderniser les fonctionnements associatifs, recruter des experts pour accompagner les enjeux d'égalité dans le sport, former pour diriger autrement dans les associations de proximité, responsabiliser, comme nous le faisons toutes, pour accélérer cette mixité. Et tout cela reste possible grâce, entre autres, à notre volonté de partager une vision positive du sport féminin, d'atteindre l'égalité dans la pratique sportive féminine à tous âges, éviter le décrochage des jeunes filles, permettre le spectacle aussi sportif pour tous et faire de la France une vitrine de l'égalité dans le sport. Et comment ne pas terminer, puisque c'est par ce travail régulier et notre présence dans les différentes institutions et instances que nous avons gagné, puisque les Jeux olympiques et paralympiques, olympiques de 2024 seront les premiers à respecter une stricte parité entre les hommes et les femmes. Et ces Jeux se tiendront à Paris. C'est un clin d'œil historique, puisque c'est dans la capitale française, en 1900, comme nous le savons tous et toutes, que les femmes ont pu participer pour la première fois aux Jeux olympiques de l'ère moderne. 4 ans après l'édition inaugurale de 1896 qui avait lieu à Athènes. Et à l'époque, elles n'étaient que 22 sur les 997 sportifs, soit un maigre 2,2%. Donc, il aura fallu attendre 124 ans pour parvenir à 50%. Et donc, 5250 femmes athlètes. Cet équilibre, je termine, si vous m'accordez 2-3 minutes supplémentaires. Oui, mais le temps passe, donc il faut aller rapidement parce que le temps passe. Très rapidement, il y a encore 4 intervenantes. Pardon, sera presque atteint aux Jeux de Tokyo. Voilà. Et si ces Jeux marquent une volonté politique pour aller plus loin vers la mixité dans le sport, qui est clairement affichée,
Le sport n'en reste pas moins un enjeu de société. Il n'y a qu'à voir avec les impacts des marques, que ce soit Nike et ailleurs. Et lutter contre le sexisme, c'est aussi avoir la hardiesse de lutter contre le caractère idéologique du sexisme sous toutes ses formes. Merci infiniment, Maryse, pour cet exposé très, très complet et très édifiant. Nous allons passer à présent donc à Céline Boisson. Juste avant, je rappelle que nous avons encore 4 intervenantes, donc Céline, Catherine, Nathalie et à nouveau Moïra. Donc je vous remercie par avance de bien vouloir essayer de tenir dans un temps court. Voilà. Donc, Céline Boisson, vous êtes directrice associée de l'agence de communication Nude depuis 2008. Entrepreneur qui a créé entrepreneure qui a créé sa première entreprise à 25 ans. Donc, ça mérite effectivement de le souligner. Vous êtes membre du COPIL, donc de Toute Femme, Toute Communicante, qui est membre de l'association Comment. Céline, donc, alors, est-ce que la publicité est toujours le summum du sexisme, ou bien est-ce qu'on commence à percevoir une autre image des femmes? À vous de nous dire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous faire part de mon expérience et de mon point de vue. Effectivement, donc, je dirige une agence de communication. Je suis communicante depuis plus de 20 ans maintenant et je suis membre administratrice d'une association qui regroupe 1700 communicants, publicitaires, communicants et communicantes. Donc, oui, le sexisme, évidemment, est dans la communication. Je n'invente rien, je ne vous invente et je ne vous apprends rien. Il est là depuis toujours. Il est encore là. Malgré toutes les mesures que nous avons pu mettre en place, par exemple des demandes de la RPP, qui est anciennement le bureau de vérification de la publicité, donc qui doit valider l'ensemble des publicités, que ce soit de l'affichage ou des spots TV ou radio. Notamment de ne pas retoucher, par exemple, les femmes sur les photos. Or, les marques de mode retouchent tout le temps. Alors, moins maintenant, je dois pointer, je voudrais que mon discours soit quand même optimiste parce que les choses bougent. Mais néanmoins, il ne faut pas baisser les bras, mais les choses commencent à bouger. Donc, on a une vraie responsabilité en tant que communicants et communicantes parce qu'il y a des études qui montrent que 80% des femmes sont gênées, voire complexées par les publicités qu'elles voient. Effectivement, on avait lancé dans le sein de Comment un film qui retraçait toutes les communications depuis les années 60. Et la femme, elle fait la cuisine, elle fait le ménage, elle prend beaucoup de douches en se caressant délicatement. Donc, elle est complètement en dehors de la vie réelle. Et or, la publicité, ça doit être le reflet de la société et ça doit être aussi le reflet de la vie réelle. Et c'est pour ça qu'on se bat, nous, dans la communication, car en France, il y a 52% de femmes, si je ne me trompe pas. Donc, la publicité doit permettre et représenter ces femmes, leur âge, leur origine sociale et puis ce qu'elles font au quotidien. Donc, on a fait ce film en 2016. On est en train d'en refaire un d'ailleurs et qui va voir le jour en 2021. Et on a rédigé un guide de communication non sexiste pour éduquer les gens qui font, donc les femmes et les hommes qui font dans les agences de communication, les communications, pour que ces femmes dans la société ne soient plus complexées et que les communications que nous faisons soient représentatives de la société. Donc, ce guide, il est sorti il y a 3 ans. Il explique ce qu'est le sexisme dans la pub. Donc, effectivement, ne pas montrer des femmes lorsqu'on veut parler du métier des infirmières, par exemple, ou des hommes quand on veut parler d'un métier plus
réputé comme plus robuste, comme un banquier. Voilà. On voyait beaucoup plus de banquiers hommes dans la pub et de femmes infirmières ou assistantes sociales ou autres, ou institutrices dans les communications avant. Ou des couleurs roses dans les pubs de jouets pour les filles et bleues dans les communications de jouets pour les garçons. Donc, on a construit ce guide pour éduquer les créatifs et les personnes créatives à apprendre à ne plus créer avec leurs clichés. Or, il y a un autre souci, notre combat, il est double, il est en interne dans les agences et puis en externe. En interne parce que 4% de la population à la tête des équipes créatives sont des femmes. Donc, 96% sont des hommes. Donc, c'est les hommes qui créent. C'est les hommes qui créent les communications, notamment dans la cosmétique ou dans la mode. On a vu tous les scandales qu'il y a eu pour Saint-Laurent et qui continuent encore. On a vu maintes et maintes fois les marques de luxe qui sont dirigées par des hommes ne veulent rien entendre parce que pour eux, ils appellent ça de l'art ou de l'esthétique. Donc, ce n'est plus une question d'éducation ou de… Enfin, voilà, c'est un combat pour contrer cela, mais pour d'autres marques, il s'agit néanmoins de pédagogie et de déceler comment le sexisme aussi, il peut être flagrant, mais parfois très vicieux dans le choix de couleurs, dans le choix des mots, dans le choix des typographies aussi, lorsqu'elles sont rondes pour les femmes, plus dures pour les hommes. Tout est une question de sémiologie aussi et de sémantique. Dans notre métier, 80% du message passe par le visuel et pas par les mots. Donc, le choix du visuel est extrêmement important. Et cette éducation, on l'a fait depuis 4 ans. Et dans ce fameux guide, on a déterminé des critères pour que la communication soit égalitaire. Donc, donner l'information de la parité, par exemple. Quand on est dans une communication globale, on a autant d'hommes que de femmes. Pas plus de femmes pour passer un message de douceur, par exemple, ou d'hommes pour passer un message de solidité ou de confiance. Dans les communications de voiture, par exemple, donner un rôle à la femme identique à celui de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui conduit et la femme dénudée à côté qui le regarde. Ou quand elle conduit, elle se gare mal. C'est une publicité de Citroën d'il y a quelques années encore. Donc voilà, donc ce guide a fait bouger les lignes quand même, a permis de faire prendre conscience que le sexisme continuait à exister et qu'il fallait le contrer et surtout éduquer nos jeunes générations à ne pas tomber dans les travers. Et puis à travailler aussi sur des actions, des événements en interne dans les agences et chez les annonceurs, là aussi pour dénoncer le sexisme dans l'entreprise, puisque même dans la communication, évidemment, il existe. Il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes à un même poste de plus de 20%. Je pense qu'on est de très, très mauvais élèves. On nous croit avancer dans la communication, mais finalement, on ne l'est pas tant que ça. Et on a lancé une ligne d'écoute au sein de Comment pour les femmes et les hommes victimes de harcèlement sexuel dans les agences, mais aussi dans les entreprises, qui a été lancée il y a 2 ans. Et ça a été lié à un sondage qu'on a fait qui a duré 5 jours pour que les gens se manifestent. Et en 5 jours, il y a eu 350 témoignages qui a donné ensuite lieu à des choses qui ont vraiment bougé, puisqu'il y a des agences qui ont été condamnées, des grandes agences qui ont été condamnées. Et puis des associations aussi professionnelles dont certaines personnes ont démissionné à la suite de rumeurs qui duraient et qui insistaient. Donc, les choses bougent dans les agences, mais notre responsabilité est tellement grande en tant que communicants et communicantes parce qu'on est le reflet de la société. Et quand je parlais de ces 80% de femmes qui étaient complexées par la publicité, il était temps de pouvoir agir. C'est aussi le cas de cette campagne que vous avez vue au début. Je pense que comme les choses n'avancent pas assez vite, je pense qu'il faut choquer à un moment donné. On a le pouvoir en tant que communicants et communicantes et le pouvoir des médias de pouvoir avoir une aura et dénoncer des choses. Donc, ces campagnes
combatives, militantes, permettent aussi aux femmes de pouvoir prendre conscience qu'elles sont victimes et qu'elles peuvent agir. Et puis, il y a la RPP, qui est ce bureau de vérification de la communication, qui laisse quand même passer encore quelquefois des choses, a quand même agi et a permis à certaines marques, notamment des marques de mode. J'en citerai une parce que je trouve qu'elle est assez exemplaire en la matière, qui est Kiabi, qui est une marque pour toute la famille, qui ne retouche plus les photos, qui a une représentativité des femmes jeunes, moins jeunes, de toute corpulence, parce que là aussi, c'est représentatif de la société et c'est quelque chose qui va, je pense, permettre à cette marque ou à ces types de marques de générer de la préférence, puisqu'aujourd'hui, les entreprises et les consommateurs sont de plus en plus engagés, quels qu'ils soient, dans l'alimentaire ou dans la parité ou dans ce que l'entreprise, la façon dont l'entreprise fonctionne. Et ce type de marque qui s'engage et qui s'engage jusqu'au bout permettra de générer une préférence de la marque auprès du consommateur et sera une stratégie gagnante. Donc, voilà ce que je peux dire sur la publicité. J'ai déjà peut-être trop parlé. Je voulais être concise, mais aussi avoir un discours, non pas ça y est, tout est réglé, parce que rien n'est réglé et c'est le jour où on baissera les bras qu'on perdra, donc le combat doit rester. Mais les choses avancent petit à petit quand même. Et je trouve que ces derniers mois et cette dernière année et demie dans notre monde de la communication nous l'a prouvé. Merci beaucoup Céline pour cet exposé parfait dans le timing et tout, donc, et pour cette approche effectivement tout de même un peu optimiste, ce qui fait tout de même du bien, on va dire. Je passe tout de suite la parole de nouveau à Catherine Ladouce, qui cette fois va intervenir non pas sous sa casquette de coprésidente de Ensemble contre le sexisme, mais sur la technologie, où je crois elle a beaucoup de choses à nous dire. Et Catherine, donc, est-ce que les femmes sont encore trop absentes du domaine de la technologie et peut-être un mot, je ne sais pas, sur l'intelligence artificielle, même si ce n'était pas tout à fait le sujet. Oui, bien sûr, merci Jocelyne. Oui, en effet, bon, après 20 ans dans la communication, dans la tech, il est clair qu'aujourd'hui, parce que la technologie, pourquoi finalement parler de la technologie et du sexisme, c'est parce que d'une part, on vit tous avec la technologie, on utilise tous ces produits, et en effet, quand tu viens de le dire sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a énormément de peur en fait que les modèles que l'on mette en place, que les algorithmes soient dessinés par un seul genre. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand on voit les chiffres, on peut être effaré. Et c'est vrai que dans le métier, dans cette filière qui est assez extraordinaire, parce qu'en même temps, c'est un métier, c'est vrai, où il y a peu de femmes, hein, puisque je dirais qu'on a à peu près 30% de femmes dans les métiers du numérique. Et quand on va dans le dur, c'est-à-dire dans tout ce qui est les formations IT, enfin tout ce qui est vraiment les développeuses ou autres, on arrive à peu près à moins de 20%. Et dans les filières, en termes de formation, c'est à peu près aussi 26% de femmes ingénieurs, mais dès qu'on arrive aussi sur la filière mathématique et la filière informatique, on est à 17%. Et du coup, cela crée un monde, en fait, dans la technologie, où il est vrai qu'il est dominé par les hommes. Tous les grands patrons de la tech sont des hommes. Alors, il y a eu une femme qui a été la patronne, il y a quelques femmes emblématiques, évidemment, on parle beaucoup d'elles, que ce soit la patronne d'IBM, d'autres patronnes, mais en fait, moi qui ai vécu quand je suis arrivée chez IBM dans les années 95, j'ai été frappée par cette domination masculine très, très forte, et du coup, qui crée, en fait, un environnement qui est très sexué, en fait, qui est très sexiste. Parce que tout simplement, sur le plan quantitatif, vous avez, disons, maximum 30% de femmes et 70% d'hommes. Et du coup, même si on passait tout à fait l'idée du sexisme ordinaire, du sexisme invisible, parce que toutes ces entreprises aujourd'hui ont bien compris que la mixité est source de performance. Et je vous assure que dans ces entreprises-là, il y a une bataille très, très forte pour recruter des femmes. Donc, il y a toute une série d'initiatives, que ce soit dans la Silicon Valley, dans les boîtes où j'ai travaillé. On a toute une série de programmes, on a les réseaux, le cercle Interrel, que j'ai cofondé, c'était il y a 20 ans.
Donc, vous imaginez, il y avait déjà, il y a 20 ans, des grandes entreprises comme IBM ou autres qui ont dit on veut avoir plus de femmes. Parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à les recruter et après, on a beaucoup de mal à les garder. Et ça, c'est la difficulté qui a été très bien montrée par toute une série d'études, dont par exemple l'étude de notre ami Claudie Schmuck de GenderScan, qui montre en fait que 40% de femmes qui ont fait des métiers dans les STEM, donc sciences, technologies et autres, en fait, abandonnent ce métier au bout de 15 ans. Donc ça, c'est dramatique parce qu'on a déjà du mal à les faire venir. Et donc, alors qu'à l'origine, et là, pour les personnes qui connaissent un petit peu cette filière et ce métier, on dit toujours que l'informatique a été créée par les femmes à l'origine, Ada Lovelace, il y a ces fameuses mathématiciennes de la NASA, et en fait, jusqu'aux années 80, il y avait plein de femmes dans l'informatique. Et après, je dirais que les hommes ont pris le pouvoir au moment de l'ordinateur personnel dans les années 85. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce métier, tout d'un coup, je dirais, est devenu un métier très rémunéré, un métier noble, la technologie est partout et de toute façon on ne peut pas vivre sans. Et à partir de là, finalement, les hommes ont dominé. Et aujourd'hui, certes, il y a beaucoup de femmes qui commencent à prendre des fonctions et donc on a des femmes formidables, que ce soit Aurélie religions, par exemple dans l'intelligence artificielle ou autre, mais finalement, c'est quelques noms, il manque encore des rôles modèles. Donc, en fait, la situation, aujourd'hui, les progrès restent très, très lents. Et ça, c'est en fait un problème. Et en même temps, ce n'est pas une fatalité. J'ai eu l'occasion de travailler, mon entreprise était d'origine chinoise, donc je suis allée beaucoup en Chine. Et notamment, nous, dans notre entreprise, chez les Nouveaux, il y avait beaucoup de femmes. On a été à plus de presque 40% de femmes dans cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, il y a un certain nombre de pays, disons en Asie, où en fait, les métiers sont moins genrés. Disons qu'il y a une culture, alors c'est aussi en Chine l'héritage du communisme, qui fait qu'au niveau de l'éducation, les petites filles, les petits garçons sont élevés de la même façon. Alors, sans faire de commentaires sur, je ne dis pas que les droits des femmes en Chine sont bons, ça, je ne dis pas ça, mais je dis simplement que l'une des conséquences positives, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'obstacle, je dirais, très, très visible et très fort pour les filles de s'orienter vers les filières scientifiques. Donc, même dans les pays du Moyen-Orient, je dirais que les femmes, justement, choisissent en fait la technologie. Pourquoi? Parce que c'est pour elles une aspiration, en fait, à travailler. Et donc, c'est une aspiration de liberté, de libération. Et en plus, ce sont des métiers très, très rémunérés. Ce qui fait que ce n'est pas une fatalité. C'est pour ça que je reste optimiste au bout de 20 ans de combat pour faire venir les femmes dans cette filière et créer un environnement qui leur permettent en fait de progresser. Donc, il faut partir de la base, en fait, de l'éducation. Et donc, il y a énormément d'initiatives. Et donc, les associations, d'ailleurs, qui sont membres du collectif, que ce soit Becontech, que ce soit Social Builder, ont toute une série de travaux pour inciter les jeunes filles au codage, inciter les jeunes filles disons, ou les femmes à avoir absolument des compétences digitales, parce que l'avenir, c'est quand même, avant tout pour les jeunes générations, c'est de connaître, d'avoir ces compétences digitales. Les métiers du futur vont toujours intégrer ceci. Donc, il y a toute une série d'actions sur la formation, mais en même temps, il faut créer un environnement inclusif. Et ça, c'est le maître mot, c'est l'inclusion dans ce secteur-là qui, de facto, si on regarde, on arrivera, pour l'instant, on est loin de la parité en termes de nombre. Donc, si on attend encore des années pour avoir la parité, ce qu'il faut, c'est former en fait les hommes, parce que les femmes, a priori, elles seront quand même, il y a une solidarité très très forte. Comme on est en minorité, on est très solidaire. Et du coup, c'est de créer ces sortes de climat et une culture inclusive qui permettent justement aux femmes de se sentir plus à l'aise et donc de lutter contre les stéréotypes. Et les initiatives dont a parlé Brigitte au début, il y a beaucoup d'entreprises de la tech qui font partie du stop au sexisme parce qu'elles font des formations de lutte contre le sexisme parce que malheureusement, il y a énormément de stéréotypes. Et en fait, c'est un modèle masculin. Et je vais conclure sur aussi la question de, vous savez, on parle toujours à la fois la French Tech, la French Tech, tout ce qui est jeune entrepreneur, etc. Vous savez qu'il y a une femme sur 10 qui est en fait entrepreneuse de la tech. Pourquoi? Parce qu'aussi elles ont 2 fois moins accès au financement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des codes masculins qui sont mis en place. Regardez, quand on dit on fait un pitch,
En fait, c'est montrer ses forces, montrer ses muscles, disons, être très convaincre. Et souvent, c'est vrai que les femmes, malheureusement, par l'éducation qu'elles ont eue, n'ont pas toujours ces compétences-là. Donc, nous avons toute une série de propositions et d'actions au sein de toutes ces associations. Je voudrais citer aussi Femmes ingénieurs qui travaillent énormément dans ce domaine, qui fait partie du collectif. Parce qu'en fait, pour les jeunes générations, et là ce serait mon message, pour les jeunes générations, il faut vraiment considérer que c'est un métier absolument formidable de rentrer dans cette filière-là, déjà, et donc ça peut être avec des opportunités de carrière fantastiques, mais en même temps, c'est de toute façon, la technologie étant tellement présente dans notre quotidien, tous les métiers aujourd'hui vont intégrer une compétence digitale. Et donc, il y aura des millions de métiers qui vont, de toute façon, on sait, des millions d'emplois qui vont disparaître dans les 20 à 30 ans. Et les métiers qui resteront auront toujours une compétence digitale. Donc, les femmes doivent faire absolument partie de cette bataille. Donc, ce n'est pas simplement un enjeu pour la filière informatique ou la filière technologie, c'est un enjeu absolument sociétal. Et du coup, il faut que, c'est tout à fait, je dirais, légitime qu'un collectif contre le sexisme puisse intégrer comme une partie absolument majeure de son action cette bataille, en fait, des femmes et de la féminisation dans la tech. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, pour cette explication à la fois très synthétique et très précise. Donc, il nous reste pas tout à fait un petit quart d'heure, 10 minutes. Et nous avons deux intervenantes encore, enfin Nathalie Pile, et Moïra dira un mot de conclusion, je crois. Donc, Nathalie Pile, qui est arrivée depuis un moment déjà. Bonsoir Nathalie. Nathalie est donc rapidement une petite bio, donc est haute fonctionnaire. Elle a évolué dans une carrière interministérielle centrée sur l'international, sur les questions de sécurité, de gouvernance publique et d'égalité femmes-hommes. Elle a été élue en charge des droits des femmes dans le 13e à Paris de 2001 à 2008. Donc, elle a vu aussi l'aspect terrain local. Et elle est présidente donc d'Administration Moderne, qui est une association interministérielle de femmes hautes fonctionnaires, et de TwoGap ou de Gap. Ce pourquoi tu arrives en retard, parce que tu animais une réunion précédemment, c'est bien ça. Exactement. Voilà. Bien. Donc, TwoGap étant un collectif mondial de réseaux féminins et mixtes, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, Nathalie, est-ce que la force des réseaux est un moyen efficace pour lutter contre le sexisme? Vaste question. Vaste question. Alors, je vais essayer de répondre à cette question de façon très succincte compte tenu de l'horaire. Merci beaucoup, Jocelyne, de m'inviter encore une fois. Mille excuses d'arriver en retard parce que effectivement, le bureau de notre nouveau collectif. Alors, les réseaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur la force des réseaux? La force des réseaux, de mon point de vue, la force de réseau, c'est une méthode. C'est une méthode, et cette méthode, c'est un maillage qui fait levier. Parce que qu'est-ce qui fait levier, en fait, dans nos sociétés? Ce sont les institutions, ce sont les partis politiques, ce sont les syndicats, ça peut être aussi les grandes religions. Donc, c'est tout ce qui relève d'organisations constituées. Et pour faire levier, il faut d'une certaine façon s'organiser, se coaliser, et c'est en ça que créer des réseaux, c'est-à-dire au-delà même des associations, pouvoir s'organiser entre nous, ça permet de mailler et d'avoir un maillage qui fait levier. Faire levier, c'est vraiment pouvoir être acteur à la fois dans la société, être acteur pour les prises de conscience, faire bouger les mentalités, et aussi être acteur pour faire bouger les lignes du cadre dans lequel on vit, et donc de faire bouger les lignes portées par les institutions. Alors, comment est-ce qu'on peut faire levier? Eh bien, on fait levier par le nombre, c'est-à-dire par le fait quantitativement, en étant nombreux, et on fait aussi levier de façon qualitative, c'est-à-dire que si on établit des connexions qui sont pertinentes entre associations qui ont
les mêmes objectifs, les associations qui ont les mêmes valeurs, ou alors entre réseaux qui ont les mêmes valeurs. Ça permet effectivement aussi de faire levier. On fait aussi levier qualitativement en choisissant aussi les lieux dans lesquels on intervient. Est-ce qu'on est une association ou un collectif d'associations qui fait du plaidoyer et donc qui s'exprime avec un interlocuteur en face, qui peut être une institution publique ou privée, ou est-ce qu'on travaille à l'intérieur des institutions, des organisations, et du coup, ça peut être intéressant de faire un maillage de ces associations. Et plus le maillage est étendu de façon horizontale, plus il est étendu de façon verticale, c'est-à-dire qu'on peut avoir des organisations régionales, internationales, nationales, etc., plus l'effet de levier est puissant. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir participer à un réseau, et je dirais très emblématiquement un maillage qui fait vraiment levier, c'est le LEF, et la clé qui est au niveau national son relais, qui elle-même a en plus ses implantations, ses contacts avec différents autres réseaux sur le territoire. Et ça, c'est typiquement la façon, à mon avis, qui est efficace pour pouvoir produire des résultats. C'est-à-dire que des associations qui travaillent les unes à côté des autres de façon non, j'allais dire pas forcément articulée, mais qui ne bénéficient pas toujours de l'expérience des autres, et puis surtout qui n'ont pas la possibilité de pouvoir peser sur ceux qui ont la capacité de décider sur les sujets sur lesquels elles travaillent, eh bien, c'est là qu'on voit la limite de l'action associative. Donc, ce que je pense, ce que je mets en œuvre, j'essaye de mettre en œuvre depuis un certain nombre d'années, c'est de pouvoir créer des outils. Finalement, un réseau, c'est un outil qui ne remplace pas l'activité des associations, mais c'est un outil qui permet à des associations qui se rassemblent sur un sujet de pouvoir plus efficacement porter leurs propositions. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? C'est tout simplement parce que comme notre sujet fondamental, c'est la lutte contre le sexisme, c'est changer nos sociétés et sortir d'un ordre patriarcal, eh bien, nos interlocuteurs, ce sont des institutions qui d'elles-mêmes ne bougeront pas. Et donc, si on ne travaille pas avec ces institutions, mais à l'intérieur de ces institutions, si on ne crée pas des réseaux à l'intérieur de ces organisations, qu'elles soient publiques comme privées, il restera toujours très difficile de faire avancer les choses, puisque on restera finalement au niveau de la confrontation. Or, il faut pouvoir faire bouger les choses de l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est quand même très important de pouvoir créer ces réseaux au sein des organisations. Et en ce qui concerne par exemple les organisations publiques, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de réseau féminin à l'intérieur de l'administration. Il y a 20-25 ans, on en a créé. Puis après, on en a créé dans les différents ministères. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand on veut faire bouger des politiques publiques, si vous avez des réseaux qui sont en capacité non seulement de faire des propositions, ce qui est le cas de très nombreuses associations, mais qui sont aussi en capacité de les élaborer concrètement à l'intérieur même du système et de les mettre en œuvre, eh bien, vous pesez davantage. Et je peux vous donner un exemple j'allais dire, de semi-résultat. Ça fait de très nombreuses années que nos réseaux et nos collectifs de réseaux à l'intérieur de l'État portent la question de la budgétisation sensible au genre, c'est-à-dire l'élaboration des lois de finances en prenant en compte en amont l'impact des politiques publiques sur les femmes et sur les hommes, et qu'on le voit de façon genrée. C'est un sujet dont nos institutions n'ont jamais voulu entendre parler pendant un certain nombre d'années, et c'est précisément parce qu'on a pu travailler à l'intérieur des administrations publiques sur ces sujets-là qu'on a pu obtenir des expérimentations. On n'en est pas encore au développement de ce sujet à l'intérieur de ça. Donc, le message que je voudrais faire passer très rapidement et très succinctement, c'est que
à partir du moment où on s'affronte à des questions de mentalité, et vous l'avez vraiment dit sur les différents sujets que l'on a abordés ce soir, sur les mentalités, et à la fois sur des sujets de structure, on ne pourra pas avancer de façon opérationnelle si on ne s'intègre pas dans différents types de réseaux, où on s'articule nos travaux les unes avec les autres ensemble, et ce qui permet d'ailleurs d'enrichir à la fois la réflexion, de participer à différents collectifs, de pouvoir ensuite en faire bénéficier les membres de nos réseaux. Et donc là, le dernier collectif que nous avons créé ensemble, il y a quelques mois, c'est un collectif qui rassemble des réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs publics et du secteur privé sur la gouvernance, parce que ce qu'on a observé, c'est que quand on travaille sur les questions d'égalité professionnelle, il y a effectivement toujours la possibilité d'avoir des résultats sur les questions salariales, sur l'équilibre du professionnel et du privé, etc. Mais s'il y a un sujet sur lequel ça bute toujours, eh bien, c'est le partage des décisions, c'est le partage du pouvoir. Et donc, si on ne travaille pas collectivement de là où nous sommes, dans nos organisations, dans nos sociétés, dans nos entreprises, sur ce sujet-là, on n'avancera pas. Et c'est précisément en créant un collectif comme celui-ci sur ce sujet-là qu'on devient interlocuteur des pouvoirs publics pour ensuite, évidemment, en prenant notre bâton de pèlerin, pouvoir avoir des résultats sur ce thème-là. Voilà, donc j'ai essayé de synthétiser au maximum le message que je voulais faire passer. Merci voilà beaucoup. Ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup, Nathalie, pour effectivement cet exposé synthétique et cette approche des réseaux. Effectivement, c'est important. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, et merci aussi à toutes, vraiment, pour la richesse et la diversité de vos interventions. Merci à Ensemble contre le sexisme d'avoir organisé cette rencontre particulièrement intéressante dans le cadre des Mardis de la Clé. Je suis ravie, c'est l'illustration parfaite de ce que tu disais, Nathalie, sur la force des réseaux, quelque part, le fait que entre réseaux aussi, on est solidaires et on est plus forte et on porte notre projet plus loin. Je vais passer donc je remercie tout le monde et je passe la parole pour une conclusion rapide à Moira, qui est la coprésidente et qui va certainement parler de la prochaine journée du 25 janvier. Oui, voilà, Merci je vais être rapide. Je suis très heureuse que cette conférence ait montré la diversité de nos engagements, de nos actions pour lutter contre le sexisme, et nous aurions pu continuer pour donner la parole à d'autres de nos associations. Alors, juste un petit mot pour la journée que nous organisons pour le 25 janvier prochain. Ça sera évidemment sur Zoom, à cause de la situation que vous connaissez. Le titre, cette fois-ci, ça sera sur les violences économiques. Et le titre, c'est « Parlons d'argent ». Les violences économiques envers les femmes, un phénomène mal connu. Et on a voulu vraiment insister sur le fait qu'il faut vraiment parler d'argent et que les femmes n'osent pas, les hommes non plus, ça ne se fait pas de parler d'argent. Or, ces violences économiques, elles existent toujours dans les phénomènes d'emprise et par contre, les femmes ne pensent pas à en parler. On commence à en parler dans la société. Il y a eu récemment un colloque à l'Assemblée nationale de la délégation aux droits des femmes. Vous pouvez peut-être le réécouter sur Internet, qui était très intéressant sur les violences économiques dans le couple. Et puis, il y a ce livre qu'on a évoqué tout à l'heure, qui s'appelle donc « Le genre du capital », qui est vraiment absolument passionnant. Je n'ai pas le temps de développer, mais on va nous parler de 3 domaines, les violences économiques dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle et dans la sphère institutionnelle. On fait ça en collaboration avec le magazine Femmes ici et ailleurs. On voudra aussi faire des recommandations pour être positif quand même et ne pas seulement dire ce qui ne va pas. Donc ça sera sur Zoom le 25 janvier à 15h, sans doute à peu près 2 heures, avec le soutien d'Elisabeth Moreno, la ministre des droits des femmes. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre Facebook, Ensemble contre le sexisme. Et puis pour terminer, je voulais juste dire que finalement, nous sommes assez contentes qu'à la fois ce soir, et merci beaucoup à la Clé, et notre événement du 25, parce que le fait d'être sur Zoom,
va nous permettre de toucher bien plus de monde que nous l'avons fait les autres années, où nous avions eu 400, plusieurs centaines de personnes, mais dans des colloques un peu traditionnels. Là, cette fois-ci, comme nous serons en plus en partenariat avec les directions régionales des droits des femmes, nous pourrons toucher vraiment peut-être des milliers de personnes. Et voilà, merci la crise. Et puis, c'est bien notre but, effectivement, la diffusion de la meilleure compréhension de ce qu'est le sexisme pour pouvoir lutter contre. Et nous croyons fermement tous que la société, si elle est très lente à changer, elle change quand même. Ça a été montré ce soir. Donc, il faut garder espoir et nous continuons. Et merci beaucoup à la clé.